l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Bonjour Sébastien, vous êtes le fils de Jimmy Lai, puissant patron de presse à Hong Kong, chef de file des médias pro-démocratie, fondateur du journal Apple Daily. Votre père est détenu depuis 1800 jours par les autorités chinoises. Il a été reconnu coupable le 15 décembre dernier de sédition et de collusion avec l'étranger. De quoi est-il accusé exactement ? L'accusation, c'est son journalisme. Donc mon père, Jimmy Lai, avait le journal le plus grand de Hong Kong. Mais plus important, c'était que c'était un journal qui était pro-démocratie. Donc pour 20 ans, 30 ans, c'est un journal qui n'avait pas peur de critiquer le gouvernement, de demander à plus de liberté, de demander à plus de liberté de presse, d'expression. Et donc quand ils ont passé la loi de la sécurité nationale, ils ont fait descente au journal et ils ont arrêté mon père et ses collègues. Et donc ça fait 5 ans que mon père est en prison, dans une prison de sécurité, maximum sécurité. Alors je vais vous demander, on va venir sur le rapport que vous avez avec votre père, mais les chefs d'accusation, parlons justement, se basent sur cette loi de sécurité nationale imposée par Pékin après les manifestations pro-démocratie qui ont secoué Hong Kong en 2019. Le journal Apple Daily était derrière ces manifestants et c'est en gros, il est arrêté et il est accusé à cause de son soutien à ce mouvement en fait. Exactement, donc il a eu le verdict, ils ont trouvé guilty de collusion with 2 counts of collusion with foreign forces et un count de sédition. Donc sédition en fait c'est juste son journal, mais la collusion avec une force étrangère, en fait c'est un peu c'est très grand, c'est très wide. C'est très facile de dire, oui, vous avez rencontré... Comme maintenant, si je vous parle, vous êtes une force étrangère parce que vous n'êtes pas de Hong Kong. Est-ce que je fais une collusion parce que je demande à plus de choses à faire sur le cas de mon père mais en fait, pour un audience française, c'est très facile. La collusion dit un bénéfice personnel et nefarious. Donc malversation. Oui, exactement. Et une puissance étrangère, collusion avec l'étranger, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... En fait, n'importe quelle personne qui est étrangère. D'accord. Donc c'est vraiment une loi qui est... même avoir un... Mais votre père interview. était financé par l'étranger ? Non, exactement, c'est pas du tout. D'accord. Donc et d'ailleurs, s'il n'avait pas pris un stance pro-démocratie, mon père était un homme d'affaires qui avait beaucoup de succès. S'il n'avait pas pris un stance démocratie, il y aurait beaucoup plus d'argent et il serait libre. Il serait libre, exactement. D'accord. C'est un homme qui a décidé de rester pour défendre ses journalistes. Et pour ça, il était arrêté. D'accord. Mais il avait l'opportunité de partir. Mais il savait qu'en partant, il abandonnerait ses principes, ses journalistes et tous les autres gens qui demandent la démocratie. Et donc, après 5 ans en confinement solitaire, un procès qui a duré de 2023 jusqu'à maintenant, en fait, finalement, ils n'ont rien trouvé. La seule chose qu'ils ont trouvé, c'est que là, on revient dans la collusion. Donc, un bénéfice personnel et un bénéfice nefarious. D'accord. Son bénéfice, la seule chose qu'ils ont trouvé, c'est la démocratie à Hong Kong. Donc, à la fin de sa route, de faire campagne à la liberté, c'est ça qu'il lui reprochait. C'est exactement ça. S'il a rencontré des politiciens ou il écrit sur le journal et tout, c'est pour demander à la démocratie. Et ils n'ont rien trouvé d'autre. Donc, c'est vraiment le seul bénéfice. C'est avoir la démocratie à Hong Kong. D'accord. Donc c'est pas personnel, on est d'accord que tout le monde a une vote, c'est pas personnel. Et c'est pas nefarious. Donc c'est vraiment un jugement, mais fou. D'accord. Question personnelle, quel est l'état de santé de votre père et quels sont vos rapports avec lui ? Pouvez-vous communiquer avec lui ? Pouvez-vous aller le voir en prison ? Comment ça se passe, ça ?
Donc, malheureusement, sa santé détériore beaucoup. C'est un homme qui a 78 ans maintenant. D'accord. Et il a ça fait sa 5e année en prison. Ouais. En confinement solitaire dans une petite cellule et avec des températures à Hong Kong qui va dans les trentaines de degrés, de degrés et donc ils ont bloqué la lumière naturelle. Okay. Donc en fait il n'a pas de il est dans le noir. Il n'est pas dans le noir, mais il n'a pas de fenêtre. D'accord. Et donc il n'a pas de air conditioning. Okay. Et ce qui veut dire que en été, oui. Facilement ça fait quarantaine des fois. D'accord. Et vous imaginez un homme qui a le diabète, qui a le diabète. Maintenant il a des problèmes de cœur. Okay. En fait c'est vraiment de la torture. Il ne peut pas sortir, il est tout seul. Il est en isolement. Exactement, il est en isolement. Et il a ses ongles qui tombent, il a ses Vous l'avez vu, vous? Non, parce que je fais ce que je fais, je campagne pour sa liberté, je ne peux pas rentrer à Hong Kong. Et donc c'est même quelque chose que si je campagne pour la liberté de mon père, ça veut dire qu'il y a un danger que je me fais arrêter si je rentre à Hong Kong. D'accord. Et au téléphone, vous avez le droit de lui parler ou pas? Non, il a 4 visites par mois. Et qui lui rend visite et qui vous tient informé de son état de santé? Ce sont ses avocats? Donc ma sœur qui était à Hong Kong avant, mais maintenant elle est sortie. C'est parce que j'ai entendu from her, d'elle, qu'il a dit à tous ses problèmes de santé. Je savais que sa santé n'était pas très bonne, parce que quand il était parti au lieu du procès, quand il est sorti côte, les gens l'ont vu. Donc ils ont dit que oui, il a perdu beaucoup de poids, mais je ne savais pas qu'il a perdu par exemple 10 kilos juste cette année. D'accord. Vous pensez qu'il est en danger de mort? Oui, je pense que oui. Malheureusement, c'est... mais de toute façon, c'est logique. Hein. Un homme de son âge qui est mis dans ces conditions cruelles, c'est logique qu'il a une très grand risque de mourir. Alors, on connaît, on va dire, les pratiques du régime chinois, mais est-ce que c'est dans l'intérêt aujourd'hui de la Chine qu'il meure en prison? Est-ce qu'au niveau du rayonnement, ils iront jusque-là ou finalement ils le laisseront finalement partir? C'est pas dans leur intérêt. Pas du tout d'ailleurs. Non. Oui, parce que... Donc est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il y a un espoir de ce côté-là? Je pense oui, parce que on est dans une situation où ils l'ont eu pour 5 ans, ils ont tout pris. Oui. Ils ont ruiné sa santé. Donc on est dans une situation où ils n'ont rien trouvé, comme je disais avant, mais c'est même dans leur... vous pouvez lire le jugement de 800 pages, mais finalement c'est rien, c'est juste son journaliste, c'est des gens qui sont rencontrés, ils n'ont rien trouvé. Et donc ils ont un homme qui est une vraie force morale, un homme qui a campagné pour la liberté toute sa vie, et s'il meurt, il devient un martyr. Bien sûr. Un martyr pour la liberté. Et s'il le lâche, s'il lui libère, ça veut dire qu'au moins Hong Kong revient à un État avec un peu de droit, un peu de rule of law. Ce qui est très important pour Hong Kong, parce que Hong Kong, c'est un centre financier. Donc, justement, ce genre de pratique à Hong Kong montre que l'emprise, on va dire, de la Chine est colossale. Il reste encore quelque chose à Hong Kong de ce statut particulier dont disposait le territoire, ou est-ce qu'il est aujourd'hui entièrement régi par la loi chinoise? Donc la loi de la sécurité nationale, c'est international. Et rétroactive. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est une loi en fait, c'est un weaponization du système légal hongkongais. D'accord. Ça veut dire que ils utilisent le système hongkongais pour cibler des adversaires. Exactement. Mais donc ce système existe toujours. Donc ce système était établi... Forme d'autonomie, en fait. Ce système était établi en 2020, la loi de la sécurité nationale. Avant ça, Hong Kong, c'était indépendant, avait un judiciary, independent judiciary.
un vers système légal indépendant. Un système judiciaire. Ouais, judiciaire. Mais maintenant, non. Maintenant, je vous donne un exemple, un petit exemple qui dit beaucoup. Avant 2020, Hong Kong était le seul territoire chinois où on pouvait toujours donner nos respects aux gens qui sont morts dans le massacre du Tiananmen en 89. Vous commémoriez le massacre du Tiananmen librement avant 2020. Exactement. Librement avant 2020, c'était... D'ailleurs, on faisait ça chaque année. D'accord. Et plus maintenant. Maintenant, ils ont plus le droit de faire ça. D'ailleurs, mon père a eu il a eu 13 mois. Une de ses sentences, c'était 13 mois, parce qu'il a allumé une bougie et il a fait une prière à une commémoration du massacre de Tiananmen. Du massacre du Tiananmen. D'accord. On est d'accord que c'est la folie, ça. Et pour ça, il a eu 13 mois. Alors, Donald Trump dit avoir demandé sa libération, tout comme le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Est-ce que vous êtes confiant du fait que le réchauffement partiel des relations entre États-Unis et Chine, on a un peu laissé de côté la question des tarifs qui étaient devenus, qui empoisonnaient, mais est-ce que ça pourrait jouer en sa faveur? Et est-ce que vous avez eu des signes du côté des Chinois qu'il y avait une libération possible après l'intervention de Donald Trump? Donc, j'ai pas de signe des Chinois, mais je pense que oui, je suis très optimiste et très grateful du président et du Secretary of State qui sont aussi supportifs sur le cas de papa. Finalement, c'est un cas des libertés de droit qui se font, qui underpins toute la liberté à l'ouest des démocraties. Donc, oui, ça me donne beaucoup d'espoir. Et je pense qu'on est dans une situation où si la Chine ne peut même pas faire quelque chose aussi facile, parce que finalement, libérer mon père, ça va leur prendre 2 heures. Il met dans un avion, il l'envoie en France, en Angleterre, en Amérique, n'importe où. S'ils ne peuvent même pas faire quelque chose aussi facile et aussi humain, qu'est-ce qu'on peut avoir de la Chine? Quelle relation peut-on avoir d'un pays qui ne peut même pas faire quelque chose qui est aussi decent? Alors, votre père possédait également des journaux à Taïwan. Est-ce que, aux yeux des Chinois, c'est une circonstance aggravante? Et est-ce que le problème de Taïwan peut peser justement sur la libération ou non de votre père en fonction des relations? Parce qu'on sait que les Américains, par exemple, viennent de débloquer 10 milliards de dollars d'équipement militaire à nouveau pour Taïwan. On sent qu'il y a toujours... l'affaire n'est pas réglée. Et est-ce que votre père ne risque pas justement d'être... Non, je pense pas. Non, parce qu'en fait, le journal de Hong Kong, c'était vraiment le journal qui était... comment dire, c'était vraiment le pro-démocratie et quelque chose de moral. C'est quelque chose de mon père pensait qu'il avait une responsabilité parce qu'il arrivait à Hong Kong sans rien quand il avait 12 ans et donc il s'est dit qu'il va donner son tout pour la démocratie et la liberté pour Hong Kong. Taïwan, c'était bon, on n'avait pas peur de critiquer le gouvernement, de critiquer les gens avec le pouvoir, les triades, mais c'était une entreprise commerciale. D'accord. Ce qui veut dire que c'est pas... Donc son destin est lié à Hong Kong. Son destin est lié à Hong Kong, oui, exactement. Donc, mon père avait... et en plus, maintenant, c'est fermé aussi. Parce que c'était une compagnie hongkongaise, donc quand elle s'est fait pris... Tout a été arrêté, tout a été arrêté. Est-ce que ce mouvement de 2019, donc soutenu par votre père, ces aspirations démocratiques qui ont été montrées et extrêmement durement réprimées, où en est ce mouvement et est-ce que ça pourrait recommencer à nouveau? Je ne sais pas si ça pourrait recommencer à nouveau, mais je pense que vouloir la démocratie, vouloir la liberté, c'est quelque chose de très humain. C'est comme... je pense que c'est dans toutes les personnes d'avoir... de vouloir a say dans... and how your future goes. Donc, je sais pas si je peux pas predict le futur, mais je pense que c'est dans le
Vous pensez que ce mouvement, c'est vraiment un mouvement de fond, ou que l'exemple du traitement de gens comme votre père vont dissuader les gens de recommencer, parce qu'il n'est pas le seul incarcéré suite aux émeutes de 2019. Comment ça ils ont tué le mouvement, ou est-ce que ça pourrait recommencer? C'est ça ma question. Oui, donc franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas accroître the future, mais je pense que c'est quelque chose d'innate. Vouloir la démocratie, c'est quelque chose d'innate. Donc, même si il attaque la plus grande presse, il arrête des gens, ça ne veut pas dire que les gens disent « Ah oui, on s'est trompé ». Genre les gens, ça ne veut pas dire... parce qu'il a un des protestes, il avait 2 millions de Hongkongais qui sont sortis. Donc c'est pas... je pense que la majorité des gens comprennent l'importance de la liberté, comprennent ce que c'est. Et puis, oui, mais je ne sais pas s'il y aurait plus de protestes, parce qu'il y a des gens qui sont partis aussi de Hong Kong après le passé de la loi de la sécurité nationale. Alors maintenant, une question un peu plus historique. Au moment de la rétrocession, à l'époque, c'était le gouverneur Chris Patten, dernier gouverneur britannique d'Hong Kong. Est-ce que vous aviez senti, est-ce que vous aviez ces craintes que le statut particulier d'Hong Kong, la liberté dont jouissait Hong Kong par rapport au reste de la Chine, justement, serait mise en péril par cette rétrocession? C'est quelque chose qui inquiétait votre père, par exemple? Oui. Il était très inquiet parce qu'en fait, il a vu... En fait, il avait une marque de habits avant. avant le massacre de Tiananmen. Et après le massacre, il était heartbroken. Mais il a vu qu'il avait beaucoup de médias qui commençaient à se autocensurer. D'accord. Parce qu'après la rétrocession, il pensait que on va un peu être... On va pas trop critiquer la Chine, parce que s'ils viennent... On va faire un effort. On va faire un effort, exactement. Et c'est une des raisons pour laquelle mon père a dit que je vais pas faire ça, on ne veut pas se censurer, et je vais commencer un groupe de presse qui a pas peur de la Chine. Parce que mon père, he believed qu'avec l'information, les gens ont le choix, et avec le choix, les gens ont la liberté. Bien sûr. Donc, mais ça, c'est un héritage culturel hongkongais, quelque part. Cette façon de penser. Mais l'arrivée de la Chine, ça ne pouvait pas bien se passer. Et donc, mais je pense que pour lui, pour mon père, au moins, il peut pas. Il sait qu'on ne peut pas contrôler ce que les autres gens font. Au final, il faut faire ce que vous croyez. Et is the right thing, la chose morale, la chose bien. Et de continuer à faire ça. Et si quelqu'un vous attaque pour ça, there's nothing you can do about it. Et donc pour lui, il a une interview en 97 avant la rétrocession, où le BBC lui demande vous n'avez pas peur, vous critiquez le gouvernement, vous n'avez pas peur que le jour après la rétrocession vous soyez arrêté. Et il regarde la caméra, il pense un peu et il dit Hong Kong c'est ma maison, c'est chez moi, it's my home. Sauf si ma vie est threatened, je ne partirai pas. En danger, je ne partirai pas. Donc déjà à l'époque, il l'avait dit. Déjà à l'époque, il avait dit, il avait committed. Quand vous avez vu l'évolution du système chinois dans sa globalité, son ouverture à l'économie de marché, qui en fait la première puissance économique mondiale aujourd'hui, est-ce que vous nourrissiez quand même l'espoir qu'à travers cette ouverture économique, il y aurait une ouverture politique aussi, et que le système finirait par, on va dire, porter des idéaux auxquels vous croyez? Je pense que c'était le belief avant, que quand la Chine se libère économiquement, il se libère socialement, et donc avoir la démocratie. Mais malheureusement, je ne pense pas que... c'est pas le cas. On voit très bien que c'est pas... la Chine est très riche maintenant, mais c'est pas plus libre qu'avant. D'ailleurs, ils ont maintenant des outils pour contrôler le censure et contrôler les gens beaucoup mieux qu'avant. Bien sûr, ils utilisent toute la technologie et toutes les richesses de l'âge digital pour imposer un contrôle social encore plus effectif. Ça aussi, vous l'aviez anticipé ou pas? Non, franchement non. Bon, de toute façon, je pense que c'est...
Ouais, je pense que la majorité des gens n'a pas anticipé ça. Non. Genre, c'est logique. Hein. Maintenant, ouais. on commence, c'est logique, mais c'est... Non, je pense que la majorité des gens n'ont pas pensé qu'ils seront si forts. Et je sais pas si c'est la révolution culturelle électronique, quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'est quand même assez effrayant, non? C'est très effrayant. Ouais. Et avec l'intelligence artificielle aussi, c'est un additional layer. Ouais, bien sûr. Vous êtes en France. Que fait la France pour votre père? Comment ça se passe ici? Est-ce que vous avez des soutiens? Comment ça se passe? Donc, on était très contents de voir que la France a rejoint avec le G7, le ministre des Affaires étrangères, avec le G7, a fait appel à la liberté de mon père. Ouais. Mais finalement, j'aimerais bien voir la France comme le pays du droit du monde. Ouais. De dire de faire l'appel elle-même et de. Vous dites que la France ne va pas assez loin? Oui, je pense que c'est. Pourquoi, la peur de la Chine ou... Je sais pas. Emmanuel Macron s'est rendu en Chine récemment. Est-ce que, à cette époque-là, il aurait pu... vous avez essayé de faire en sorte qu'il porte un message pour votre père? Pas à ce point-là, mais oui, je pense que dans l'histoire de mon père, on a un homme qui a tout sacrifié pour la liberté, pour la liberté, pour la démocratie. Et je pense que ça serait un peu dommage si un pays qui croit autant sur ses libertés, que la France ne se dit pas que ça c'est un homme qu'on... C'est quelqu'un qu'on doit soutenir. Oui, qu'on soutient. C'est un homme on aime voir ça dans le monde. Un homme qui se bat pour la liberté, qui se bat en paix pour la liberté, mais qui se bat et qui a le courage pour rester, pour défendre ses employés, tous les autres gens. Et franchement, c'est vraiment les trois, c'est la liberté, égalité, fraternité. Bien sûr. Et on voit ça dans un homme qui s'appelle Jimmy Lai, qui est à Hong Kong. Et donc finalement, c'est se dire que oui, c'est tout le... It's all the good. That unites this country, ce pays. Et en tant que la France, en tant que la République, on se met derrière cet homme pour dire qu'on ne va pas le voir mourir en prison à Hong Kong, qu'un homme qui a tout sacrifié pour la liberté deserves to be free. Est-ce qu'il y a un certain nombre de Chinois qui ont été arrêtés à l'étranger, aux États-Unis et autres, pour des questions d'espionnage? Est-ce qu'on pourrait imaginer un scénario où votre père puisse être échangé avec des Chinois, justement, accusés d'espionnage ou des gens détenus? Est-ce que c'est possible, ça? Comme ça se fait entre les Russes et les Américains, par exemple? Ouais, franchement, je ne sais pas. Vous savez pas? Je sais que les Russes l'ont fait avec Karamazov récemment, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si... Ils sont pas aussi... en regardant la Chine, je ne sais pas s'ils sont aussi transactionnels. Ils font pas ça d'habitude. Si. Franchement, j'ai aucune idée. S'ils le font, c'est pas aussi... comment dire Bien sûr. Public, Est-ce que, dernière question, quelles sont les prochaines étapes pour vous dans ce combat pour la libération de votre père? Est-ce qu'il y a des échéances en 2026, par exemple, où ça pourrait intervenir, ou je ne sais pas, un sommet ou quelque chose qui nous permette de mieux mettre encore en valeur cette cause? Oui, donc il a son sentencing. Donc il va recevoir sa sentence. La sentence. La sentence en janvier. Ok. On pense minimum 10 ans, 15 ans, ferme, mais avec une maximum de vie en prison. Ok, mais il a déjà fait 5 ans. Il a déjà fait 5 ans, et dans son âge, à 78 ans, même s'il reçoit 2-3 ans dans les conditions qui sont, c'est la même chose. D'accord. Qu'une death sentence. Ok. C'est pour ça que c'est aussi important de mettre la pression maintenant. D'accord. Parce que dans 2-3 ans, ça sera trop tard. On a le Premier ministre britannique qui va en Chine. Ok. Mon père a un citoyen britannique, il a seulement le citoyen britannique. Okay. Donc j'espère que, bien sûr, qu'il le ramène. Ouais. Ça, c'est une possibilité. Ça se passer quand, ça? Ça se passe janvier. Janvier aussi. Ça se passe janvier, okay. Oui. Mais je pense que c'est en mettant de la pression sur Hong Kong et sur la Chine
qu'on peut libérer mon père. Donc j'espère que la France joint pour mettre cette pression, pour dire que oui, ce que vous faisiez à Jimmy Lai, c'est inacceptable. Ouais. Et on a envie aussi qu'il sort et qui est libre. D'accord, ok. Donc grosse pression sur l'année 2026 pour vous, grosse échéance, janvier en particulier. Oui, exactement. Ouais. D'accord. Sébastien Lai, merci beaucoup d'être venu chez Omerta, nous apporter votre témoignage et nous expliquer un petit peu cette situation dramatique que subit votre père aujourd'hui à Hong Kong. Il est détenu il est détenu à Hong Kong, hein, c'est ça? Ouais, il est détenu à Hong Kong. Ouais. Voilà, ok. Donc merci à vous d'être venu et j'espère qu'on aura des nouvelles rapidement et de bonnes nouvelles, en tout cas, je vous le souhaite. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a plu et que vous reviendrez. Nous y reviendrons, nous vous tiendrons au courant justement du cas de Jimmy Lai et de l'évolution évidemment dans nos prochaines émissions. D'ici là, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.